ces questions-là qu'on peut aborder avec le corps douloureux. Le corps, lieu du passage à l'acte. Alors c'est vrai qu'en psychiatrie, on est souvent confronté à des automutilations, des tentatives de suicide, l'anorexie aussi, qui est aussi une mise en jeu du corps et le corps comme lieu du passage à l'acte. Alors ça c'est pas de moi, mais c'était un infirmier qui a eu l'idée de nommer ça comme ça, le corps dans la toxicomanie, qui est le corps à oublier dans la toxicomanie. C'était Elie qui disait qu'au fond, le patient qui consomme a tendance à oublier son corps. Je trouve que c'était intéressant de le dire comme ça. Et puis c'est vrai que la toxicomanie est aussi une mise en jeu du corps assez particulière, le lieu de la consommation et aussi de nombreux effets secondaires des drogues. Et puis le corps, lieu de l'énigme du symptôme. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand? Quand est-ce que le symptôme est apparu? Donc voilà, c'est toutes les choses auxquelles on est confronté tous les jours. Alors le point de départ de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est le documentaire réalisé récemment par la RTBF, que vous avez pu voir sur la télévision, et qui parle de votre pratique du shiatsu. Alors, M. Kawada, vous êtes donc maître en shiatsu. Je lisais sensei, c'est comme ça qu'on... En japonais. En japonais, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez fondé une école de formation au shiatsu ici à Bruxelles, le Yosheido Shiatsu, et vous avez suivi une formation au shiatsu au Japon pendant de nombreuses années. Votre père aussi pratiquait le shiatsu, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on a été, mon attention a été attirée dans ce documentaire, surtout par votre pratique aux cliniques universitaires Saint-Luc. Vous rencontrez l'équipe, vous rencontrez des patients qui sont hospitalisés pour des problèmes de cancérologie, qui sont traités dans le service de cancérologie. Et à Saint-Luc, vous pratiquez des séances de shiatsu avec vos élèves de l'école de formation et avec les membres de l'équipe de cancérologie de Saint-Luc, y compris un médecin. J'ai vu qu'il y a un médecin qui pratique aussi, qui est cancérologue et qui pratique le shiatsu. Alors toujours dans le documentaire, vous parlez de la manière différente d'aborder le symptôme dans la médecine occidentale et dans la médecine orientale. Alors vous dites, en Occident, le symptôme est à éradiquer, en Orient, il est à situer dans l'histoire du patient et à comprendre, voire à déchiffrer. Enfin, je reprends un peu vos termes. Je cite aussi le professeur Duhaut, qui est le chef de service de cancérologie, je pense, à Saint-Luc, et qui dit « Nous ne comprenons pas très bien ce qui se passe avec le shiatsu, mais ça fonctionne. L'approche médicale orientale est complémentaire de la médecine occidentale. La question du bien-être est centrale dans l'avenir de la médecine. » Alors voilà, je vous laisser la parole pour rentrer plus dans le vif du sujet. Je vous propose peut-être que vous rappelez brièvement ce que c'est que la pratique du shiatsu, peut-être par un exercice pratique, pourquoi pas. Et puis ensuite, nous aborderons les éventuels débouchés en psychiatrie, avec les limites et les contradictions que nous impose la clinique psychiatrique. C'est vrai qu'en parlant avec les équipes, il y avait cette attention qui était portée sur, en psychiatrie, le corps, toucher le corps, c'est pas évident, notamment pour des patients délirants, des patients en décompensation psychotique, où le trouble psychiatrique complexifie le rapport au corps. On pourrait dire comme ça. Certains patients parlent d'un corps éclaté, ils ont le sentiment d'avoir comme ça plus l'unité corporelle. Voilà, mais bon, ça sera peut-être le lieu de la discussion et aussi de discuter avec vous. Oui. Mais parce que mon français n'est pas très grand, donc j'essaie de ne pas trop parler des choses peut-être parce que vous ne me comprenez pas. Mais pour vous dire que shiatsu c'est quelque chose qu'on pratique chez nous au Japon. Et c'est considéré comme
comme pratique d'acupuncture, sauf on n'utilise pas les aiguilles comme acupuncteur. Donc, avec les shiatsu, au Japon, il y a des praticiens qui font des gens qui ont le problème de sciatique, l'embargo, des choses comme ça. Et ou éventuellement quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, digestion, et toutes ces choses-là. Mais comme le docteur dit, shiatsu, au départ, c'était pas travail symptomatique, mais c'est plutôt préventif. L'idée, c'est vraiment l'accent sur le préventif. Donc, il y a des gens qui venaient pour recevoir shiatsu, qui n'avaient pas vraiment de problème. Ils n'ont pas de symptômes, sauf qu'ils ont beaucoup de stress souvent. Donc, parce que beaucoup de gens savent que c'est souvent le stress, l'accumulation de stress et éventuellement qui amène des maladies. Parce qu'au Japon, il y a beaucoup de hommes des affaires qui ont des problèmes de burn-out, comme vous savez. Et donc, ils ont très peur, parce qu'il y a des gens, quand ils attendent le burn-out, ils ne pouvaient pas travailler pour quelquefois plusieurs années. Même il y a des gens qui n'ont jamais retourné pour travailler, parce qu'ils ont complètement cassé le corps. Donc, il vient, shiatsu pour recevoir assez régulièrement, peut-être plusieurs fois par mois, même il y a des gens une fois par semaine. Il faut enlever le stress, il faut que le corps reste plus ou moins équilibré. Et donc ils font ça préventivement. Mais il y a des gens aussi qui viennent quand ils avaient des problèmes, déjà déclarés comme situation grave, comme burn-out, même de cancer. Après, quand ils suivent le traitement de chimio, entre-temps ils ont beaucoup de réactions. Donc ils ont essayé d'atténuer cette réaction en recevant le shiatsu. Et comme un peu c'est le cas en allant à l'hôpital Saint-Luc, c'est que quelquefois, vous savez, les patients ont des réactions de traitement. Donc en recevant le shiatsu, ça les aide. C'est comme ça que l'hôpital a trouvé qu'en recevant les séances de shiatsu pour ces patients était assez utile. Et donc je ne sais pas avec particulièrement dans quelle chose que ça peut être utile shiatsu dans cet hôpital, mais donc ça, bien sûr que ça m'intéresse beaucoup. On devrait vous contribuer à quelque chose si c'est utile le shiatsu. Peut-être que la question est ouverte, on ne sait pas maintenant y répondre, mais c'est vrai que cette question du corps du patient psychiatrique dans l'hôpital général, ça nous paraît intéressant de pouvoir y réfléchir avec vous. Et puis cette question du bien-être aussi. Oui, mais en tout cas, shiatsu, c'est les deux choses, shiatsu c'est important, c'est préventive pour maintenir le bien-être. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif de shiatsu. Donc, c'est comme chez nous, beaucoup de disciplines comme tai chi, qigong, yoga, ouais, c'est un peu le même genre, sauf shiatsu peut être aussi traitement symptomatique. Ça peut, donc il peut appliquer dans différentes choses. C'est pas uniquement préventive comme yoga, des choses comme ça, mais aussi ça peut être comme acupuncture, même ça peut être d'une certaine manière comme ostéopathie, et chiropratie, sans qu'on ne fait pas de traitement. Mais le principe, c'est de travailler sur l'énergie du corps pour trouver un équilibre. Ça, c'est peut-être qu'on faire peut-être une démonstration. Oui. C'est vrai qu'il y a une partie un peu diagnostique, si j'ai bien compris. Disons, le mot, comme je vous avais dit, je n'ai pas montré le diagnostic. Le diagnostic, c'est surtout chez nous, praticiens de shiatsu
non pas normalement, chez nous, doivent utiliser sur le mot diagnostic, mais plutôt équilibre énergétique. Ouais. Je sais pas ça veut dire avant que le symptôme apparaisse, normalement, il y a un déséquilibre de l'énergie qui se trouve dans le corps. Ouais. C'est d'abord le corps qui est déséquilibré, et puis si on laisse cet état, éventuellement ça ramène la maladie symptomatique du corps, d'esprit, comme ça. Mais au départ, c'est l'énergie. Donc, l'idée de Shiatsu, c'est de trouver où cet déséquilibre qu'on peut trouver sur le trajet de méridien. En fait, donc dans ce point de vue, Shiatsu acupuncture, c'est parallèle. Acupuncture aussi, et acupuncture, ils vont dire cette chose avec le flux ici. Mais Shiatsu, c'est travail sur le ventre. Ouais. Donc on sent où il y a des équilibres, traverse 12 méridiens. Donc on a dans notre corps 12 méridiens principaux, et donc méridien de poumon, de l'intestin, jusqu'à le foie. Et donc vous savez, dans notre corps, ces 12 méridiens, ça se situe partout dans le corps. Donc en cherchant, s'il y a trop de l'énergie à un côté et manque d'énergie l'autre. En fait, ce principe, c'est de trouver où se trouve l'énergie, trop d'énergie trop active à côté, et puis d'autre côté où il n'y a pas de l'énergie, c'est manque de l'énergie. Donc, on met plus l'accent sur le manque, où l'énergie ne circule pas bien. Parce que si on laissait comme ça cet état, éventuellement ça va poser des problèmes. Donc, par exemple, souvent on dit si quelqu'un qui n'arrivait pas à bien dormir à cause de stress, etc., on travaille sur le méridien du cœur, le méridien du maître du cœur. Ouais, il y a des méridiens qui sont spécifiquement liés avec certains problèmes. Et si on a des troubles digestifs quand on mange, et chaque fois on en boit comme ça, alors il y a le méridien de l'estomac. Quand on touche l'estomac, souvent c'est tendu, ou le méridien de la pancréas. Vous voyez? Et aussi on dit que quelqu'un qui est toujours fatigué, qui n'arrive pas bien concentré, on dit c'est méridien du foie. Donc dans le trajet des méridiens, il y a le point. Ouais, l'acupuncture travaille ces points. Shiatsu, c'est trajet. Parce qu'on ne pique pas les aiguilles, mais on travaille le trajet. Ouais. Et c'est comme ça qu'au Japon, il y a beaucoup d'acupuncteurs sont des médecins. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de praticiens de Shiatsu qui sont des médecins, mais il y a beaucoup d'acupuncteurs. D'ailleurs, ils ont des conférences, des réunions entre médecins qui font de l'acupuncture, ouais, pour améliorer le travail. Et puis on a aussi les médecins qui font pharmacopée, le travail un peu comme en homéopathie chez vous. Et c'est aussi cette reconnaissance. Il y a beaucoup de médecins qui font ça. Et puis acupuncture. Shiatsu, c'est plus on est lié avec les gens qui pratiquent ostéopathie, chiropratie, parce que c'est travail manuel. Acupuncture, c'est les aiguilles. Hein. Donc c'est un peu. Ouais, je pense que c'est le fait qu'ils font les aiguilles, les médecins sont. Parce que c'est cure, ils sont habitués. Et beaucoup de praticiens de Shiatsu, ils font les chiropractie, par exemple, en même temps que Shiatsu. Beaucoup de gens, ou ostéopathie, parce que c'est travail manuel, sauf les praticiens de Shiatsu, on ne pratique pas. C'est pas comme un chiropracteur. Mais c'est le même principe. On travaille Shiatsu beaucoup sur le colonne vertébrale. Parce qu'il y a un trajet de méridien qui passe dans le colonne vertébrale. On appelle le vaisseau gouvernaire. Le trajet de vaisseau gouvernaire, c'est un méridien extrêmement important. Et on peut réduire beaucoup de choses en travaillant. Cette
trajet des vaisseaux romaneurs, c'est quelque part, c'est très lié avec, comment on appelle ça, vous savez, le liquide acidien. C'est pas le rachis. Oui, mais si, c'est vraiment acidien. Et donc, je sais qu'il y a des espaces qui travaillent ça. Mais en principe, au château, on travaille dans ces trajets des vaisseaux romaneurs qui passent dans le sacrum jusqu'à la tête ici, vous voyez. Et ça influence ces circulations de ces liquides. Donc c'est vraiment, en Chine aussi, ils font beaucoup de ce travail les aiguilles là qui partent. Est-ce qu'éventuellement vous feriez une petite démonstration courte, et puis après comme ça on peut passer aux questions et puis ça peut susciter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé d'essayer le. Non, en château, on travaille par terre comme ça. Donc par exemple, il s'arrange et donc, la tête ici et sous la dos. Donc, première chose, c'est de toucher sur le vent. Hein. Et donc, on fait le zone réflexe. Zone réflexe des trajets de méridien. Par exemple, ici, c'est trajet de rein. Et ici, c'est le foie. En fait, le foie, c'est côté droit ici, mais dans la zone réflexe de foie, on travaille ici. Et puis, ici, c'est le cœur. Et ici, c'est maître de cœur. Maître de cœur, c'est lié avec les émotions. Donc, tous ces problèmes émotionnels, ça c'est ici. Et ici, sur le nombril, c'est la pancréas. Et ici, ils ont les réflexes de poumon, ces côtés. Donc, essayez de ressentir où ça peut être déséquilibre énergétique. Et donc, en touchant, on voit que dans la zone de foie, il est un peu vide. Donc, on va voir dans le dos maintenant, sous les ventres. Donc, oui. Donc, vous avez un, n'est-ce pas? Ces zones réflexes de foie, c'est côté droit, dans cette zone. Là. Ici. Donc ici, c'est le poumon, le cœur, le maître du cœur, et le pancréas, et le rein, et intestin grêle, gros intestin. Ouais, donc, et ici, c'est la zone urogénitale, c'est où le sacrum, c'est pour la femme, c'est important, c'est la zone de l'utérus. Donc, essayez de toucher. Ici, c'est la zone de rein. Et là, il y a un peu de tension. Et ici, c'est la zone de foie. Et là, c'est un peu vide ici, comme j'ai constaté devant. Ici. C'est à peu près 7e ou 8e ici, n'est-ce pas, c'est le 7e ou 8e dorsal. Et à côté droit, ici, c'est la zone de foie. Ici, c'est la zone de l'estomac. Ouais. Donc, ici, il y a un peu vide. Ici. Et puis ici, les reins, il y a de tension. Ouais, il y a un peu de tension. Et donc, c'est le foie, les reins. Donc, on va d'abord, sur le dos, s'il vous plaît, travailler le foie. Donc, méridien du foie, c'est ça. Méridien du foie commence dans le gros orteil, c'est côté ici. Le méridien
qui passe comme ça, ouais. Et puis là, et puis il s'arrête à peu près ces angles ici. Ça c'est méridien 3. Donc, essayez de d'abord toucher le point source des fois, ici, là. Donc ça, c'est effectivement un peu vite aussi. Ouais. Et puis, entre-temps, essayez de voir comment se travaille. Et ici, on peut faire la même chose d'un autre côté. Donc ça c'est un point important pour le poids. On l'appelle point de source. Ça veut dire à source pleine. Un point. Donc, acupuncturiste, si vous êtes acupuncteur, mettez les aiguilles ici comme ça. Ouais. En général, le foie manifeste plus sur le côté droite. Et si c'est l'estomac pancréas, la tendance plutôt le côté gauche. Et puis, évidemment, c'est important de garder le cervical. Le cervical, c'est très important. Donc, il y a un deuxième cervical qui est un peu tendu ici. Mais c'est pas grave, hein. C'est un peu de tension ici. Là, ici, centré. Et essayer de voir un peu le trajet des vaisseaux veineux. Ici, il y a un peu de stagnation. Ici. Et mâchoire, pas trop, mais il y a aussi la tension sur la mâchoire. Et côté droit, bien sûr. Et ça c'est un point très important ici. Ouais. Elle a un peu de blocage. Et là, c'est un qui est lié avec c'est phénoïde hein, dans l'intérieur. Donc, souvent, c'est une influence sur l'hypothalamus, hypophyse. Ici.
ça c'est plus équilibré maintenant que tout à l'heure. Oui. Oui. Ok. Quelqu'un d'autre comme ça? Et donc, ici, c'est toujours dans les flexes bien. Peut-être votre ceinture. Alors, déjà constaté qu'il y a un fort bâtiment de cœur. Donc ça, c'est aussi lié avec le trajet de la pancréas. C'est la pancréas, ça veut dire souvent quelqu'un qui mange vite ou mange irrégulier. Donc, ça, c'est assez fort, hein, bâtiment. Donc, ça, c'est déjà enregistré quand on touche comme ça. Oui, c'est la zone vide, c'est le poumon. C'est quelque chose qui est au niveau de la respiration, qui est soit superficiel et très complet. Mettez-vous sur le. Donc, oui, c'est la zone de le pancréas, c'est très tendu dans ces zones-là. Ici. Oui, c'est très. Et ça, c'est le pacute jusqu'à bas de l'ombre, mais c'est comme dans le nombril, on voit énormément de tension, donc c'est ici. Ça, c'est beaucoup de tension. C'est ici. Et ça, c'est lié, ces zones-là, c'est lié avec le poumon. Et ici, c'est la zone de cœur, n'est-ce pas? Ça correspond à la zone de cœur. Voilà. Ok, mettez-vous sous le dos. Donc, on va toucher le dos cervical. Donc chez elle, c'est fort dans le côté gauche, là, ici. Donc quand elle a énormément de... Attention ici, vous sentez? Ici, là, ici. Oui. Donc contrairement de l'autre dame, chez elle, c'est côté gauche. Et là, c'est comme si... quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense. C'est parce que côté gauche, c'est très bloqué ici. Vous sentez là? C'est vraiment très. Donc quand c'est comme ça, quelqu'un qui tout le temps réfléchit, ouais. Donc quand on sait trop, dans la pensée orientale, si on pense trop, ça agit sur le système digestif. Ouais. Donc ça, pourquoi elle a cette trouble digestive? Ça a changé de métier, je crois.
c'est moi, je pense que c'est mieux. Non. Évidemment, on peut corriger uniquement travailler le cervical, c'est vraiment important parce qu'on dit c'est le pont entre ici c'est la zone émotionnelle, respiratoire, cardiaque, n'est-ce pas? Donc dans la version orientale, ici c'est la zone yin, très yin. Ici, c'est la zone yang. La tête, c'est là où on pense, réfléchir tout ici. Donc, la nuque, c'est le bridge. On dit, ça communique entre deux. Donc, si on touche la nuque, s'il y a la table qui déplace, qui a attention à gauche à droite, on voit qu'il y a un déséquilibre. C'est pour ça que c'est important de toucher le cervical. Ouais. Et rien qu'en travaillant le cervical, on peut corriger pas mal de choses, bien sûr. Donc, c'est là que je crois que l'ostéopathe, il y a beaucoup d'ostéopathes qui travaillent cervical. C'est très concret, n'est-ce pas? Et donc, quelqu'un qui a le cervical très rigide, très dur, d'abord, les sons, parce que vous avez artère carotide, artère vertébrale, n'est-ce pas? C'est oxygène dans le cerveau. Donc rien que ça, c'est très important d'avoir la nuque très souple. Mais trajet de la pancréas, ça se situe ici. Donc ça c'est le trajet de pancréas, comme ça. Le trajet de pancréas, il va très proche des foies. C'est ça, c'est le trajet de pancréas. Ouais. Ici, c'est le point important, le pancréas. On appelle le blanc suprême. Ici, c'est le temps de Et ici, c'est la zone de poumon, ici. Voilà, ce trajet de poumon, c'est dans le blanc, ici. C'est l'abîme suprême. L'abîme suprême se trouve exactement ici. Et ici, un point très important. Là, aussi, c'est bloqué, ici. Oui. Et par rapport à tout à l'heure, le bâtiment s'est ralenti. Hein. Évidemment, ça va revenir, comme après certains temps après, comment tout à l'heure c'était assez agité. Donc, mais en travaillant certains moments, le bâtiment va régulariser plus en plus. Et ces moments-là, l'écho, le même esprit, en général, ça modifie. Et donc il y a des problèmes, quelquefois ça rectifie assez rapidement, quelquefois ça prend un certain temps. Ouais, voilà. Donc c'est bien. Tu dirais combien de fois que tu vas revenir chez vous, que tu ressens? Tout dépend, n'est-ce pas? Oui. Tout dépend de l'origine du problème. Si quelqu'un qui a un problème psychosomatique, quelque chose, quelqu'un qui était traumatisé depuis un enfant, et cette blessure devrait être soignée par le psychiatre, par le psychologue, des gens comme ça. Vous savez, il y a chez nous, le corps et l'esprit, ce sont des deux choses très liées. Et chez nous, on ne sépare pas le corps et l'esprit. Si on travaille le corps,
pour trouver un équilibre, normalement, le psychisme aussi trouver dans ce sens. Vous voyez, donc on essaie de ne pas séparer les deux domaines parce que pour nous, ces deux choses sont, si quelqu'un qui a des tumeurs, le cancer, souvent c'est origine psychologique, je ne dis pas toujours, hein, mais le psychisme a un rôle très important. Ça on savait ça depuis l'Antiquité, vous savez. Donc, c'est quelque chose qui vient de subconscient très lointain et souvent, travers le rêve qu'on a, mais le rêve, tout ça, chez nous, c'est lié avec le foie. Foie, un organe foie, beaucoup d'importance avec, c'est quelqu'un qui rêve cauchemar, etc. Et on travaille le foie. Et souvent, le foie est bloqué. Et si on a des traumatismes, quelqu'un qui a été violé, quand quelqu'un qui a 3, 4 ans, 5 ans a été violé par quelqu'un, et ça enregistre dans le corps, souvent des choses comme ça enregistre dans le trajet de mettre le cœur. Donc ça, on travaille toujours à travers les méridiens. C'est les méridiens qui définissent quels sont les problèmes d'origine. Donc, on toujours regarde le corps de méridiens, n'est-ce pas? Et aussi travaille beaucoup le colonne vertébrale, de ventre. Et voilà, ça c'est le... donc, pour vous dire, tout dépend de si c'était simplement parce que vous avez fait trop de travail physique, arranger la maison, peinture, tout ça, c'est le mal, voilà. Ça, on ne pouvait pas dire sur le régime psychologique, vous comprenez, mais c'est quelqu'un qui a, je connais beaucoup de gens qui ont... Par exemple, je châtie pas mal les enfants adaptifs, les enfants étaient adaptés. Oui, les parents belges, ils ont adapté les enfants qui viennent d'Afrique, Asie, la Corée du Sud, Chine. Souvent, quand les enfants atteignent la puberté, hein, c'est là que les problèmes commencent. Et beaucoup venaient chez moi, parce que les enfants devenaient très violents, ou dépressifs, prenaient les drogues, vous savez. Mais souvent, ils sont perdus, c'est souvent avec la puberté, souvent. Quand la puberté arrive, ces choses, ça sort comme ça. Mais malgré les parents très accueillants, bien. Et souvent les parents me demandaient pourquoi nos enfants, si on a bien éduqué, bien fait, mais les réactions comme ça. Ouais. Donc souvent en travaillant, c'est toujours le trajet comme mettre le cœur. Le cœur, ça manifeste le déséquilibre. Donc on travaille ça. Et je ne dis pas toujours, mais quelquefois ça donne très bons résultats. Donc ça, on voit que les déséquilibres énergétiques du corps, ça influence dans le psychisme, n'est-ce pas? Ça je me suis convaincu de ça. C'est la pratique, ça montre. Du point de vue pratique, quand vous dites qu'il y a des tensions, j'imagine bien, et quand vous dites qu'il y a ces vides-là, qu'est-ce que vous sentez quelque chose? Enfin, oui, le vide énergétiquement vide, ça veut dire, évidemment, il faut avoir l'expérience, hein, on ne peut pas accueillir comme ça. Mais vide dans le sens, ouais, physiquement parlant, comme si vous mettez les mains, il n'y a pas de résistance, c'est mou. Oui, oui. Et comme si vous pouvez foncer vos mains sans résistance, comme ça. Et ça veut dire manque de tonicité, froide. Souvent, ces zones les froides, le sang ne circule pas.
Et donc, c'est là, on dit, c'est le vide. Et ça veut dire, l'énergie ne s'accumule pas ou bloquée. Et c'est souvent le vide associé avec des choses chroniques, c'est chronicité. Donc, quand c'est chronique, ça devient comme ça. Donc, on a évité que ces choses deviennent vides pour maintenir un équilibre. Mais c'est travailler le ventre, tout ça, cette observation, évidemment, ça prend du temps. Hein, c'est pas malheureusement on apprend comme ça. Ouais. Mais une fois que vous êtes entré dedans, on se rend compte que le corps et l'esprit sont très étroitement liés. Donc ça, c'est... Et c'est trouver un bien-être. Les personnes disent, voilà, je me sens très intégré, très rempli, plein d'énergie, des choses comme ça, c'est un bon signe. Ouais. Quelqu'un qui dit, je dors bien, je mange bien, n'est-ce pas? Et je ne me sens pas fatigué quand je me réveille le matin, vous avez envie de se lever tout de suite, c'est envie de faire quelque chose dans la journée. Ça, c'est le très bon signe. Et tandis que quelqu'un qui est déprimé, l'esprit négatif, ne veut pas envie de faire rien, et ça c'est pas bien. Et chez nous, vous savez, on a un gros problème. Les phénomènes sociologiques, je crois, mais pour moi, c'est lié physiquement. Et il y a des enfants, 14-15 ans au départ, et un jour, ils ne pouvaient plus y aller à l'école. On appelle hikikomori. Hikikomori, ça veut dire que les enfants, on les tire dans sa chambre, comme coquille. Ils ne bougent plus. Ils ne vont pas à l'école, ni manger avec ses parents, rester dans sa chambre. Et ce qui est drôle, c'est que donc les femmes complètement, il est interdit les parents d'entrer dedans. Mais la nuit, pendant que les parents dorment, ils jouent l'ordinateur. Jusqu'à 4h, 5h du matin. Et après, donc, c'est complètement les oreilles des sommeils déréglées. Et il y a des gosses qui restent jusqu'à 30 ans comme ça. Et les parents vont épuiser, souvent morts avant les enfants. ça c'est très problématique chez nous. Et maintenant, pas seulement les gosses pubertés, mais plus en plus d'adultes. Quelqu'un qui a déjà 30 ans, qui a le boulot. Et un jour comme ça, a décidé de ne plus aller au travail, rester enfermé dans sa chambre. Et alors, le gouvernement japonais a commencé à avoir de vraies peurs, parce que si tout le monde devient comme ça, on ne pouvait plus. Ouais. Donc, on s'est demandé où ça vient ces choses. Mais je pense que c'est, vous savez, ces gens, tout d'un coup deviennent peur, ils ont plus envie de communiquer. Donc, peur chez nous, c'est lié avec les reins. Les organes, les reins, c'est lié avec le peur. Et ça veut dire quand l'énergie des reins, qui occupe l'énergie vitale, qui diminue avec stress, avec, vous savez, beaucoup de Japonais travaillent tard les soirs comme ça, et beaucoup travaillent au ordinateur, et à un certain moment, c'est l'énergie vitale qui diminue, et puis un jour, il ne fonctionne plus. Donc si les reins est complètement vidé, alors très peur d'affronter la vie, et c'est comme ça qu'on retire dans la chambre. Et donc, il faut surtout pas épuiser les reins, c'est très important. Donc on travaille, trajet de méridien, il y a des exercices et étirements de méridien pour mieux circuler l'énergie. Et c'est toujours, on a essayé de ne pas arriver jusqu'à catastrophe. Mais peut-être il y a des questions plus spécifiques sur la psychiatrie. Alors, Je voulais savoir, dans une séance, est-ce que vous laissez un temps après de partage avec la personne, de ce qu'elle a ressenti, de ce que vous avez ressenti, avec des mots, ou c'est
plutôt au fur et à mesure que maintenant vous dites les choses? Comment ça se passe? Oui, tout dépend, n'est-ce pas? Il y a des gens pendant la séance qui disent le problème, en travaillant, c'est senti des choses non consenties, c'est mécontentement, colère, souvent les colères, c'est très lié, colère, oui, le chagrin, n'est-ce pas? Souvent la séance, souvent quelqu'un qui commence à pleurer parce qu'il y a quelque chose qui est mieux, le blocage qui est de débloquer, donc les émotions ont envie de s'exprimer. Non, je laisse les faire, le passant. Ouais. Mais par exemple, il n'y a pas. Moi, je pratique la sophrologie, la relaxation. On a 3 parties. Une première où il y a un entretien pour rencontrer la personne et voir pourquoi elle veut nous rencontrer. Puis la séance en soi. Et après, le partage, si elle a envie de partager. Par exemple, le fait de. Donc, quand la personne vient vous voir, est-ce qu'il y a ce temps de parole aussi où elle peut vous dire le pourquoi de sa visite? Oui, avant de, parce que je comprends bien que vous essayez de ressentir ce que peut-être elle ne perçoit pas non plus dans le corps. Mais voilà, peut-être que sa plainte est en rapport direct avec ce que vous allez ressentir, ou peut-être pas du tout, puisqu'elle ne le sait pas. Oui, quelquefois, la personne qui vient, qui ne sait pas où c'est le problème, n'est-ce pas? Oui. Et donc, en montrant, voilà, vous voyez, et il suffit de savoir que certains points, ça fait extrêmement mal. Donc, évidemment, quand c'est mal, demander pourquoi ça fait mal, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer d'expliquer mieux que je peux, n'est-ce pas? Je ne dis pas que chaque fois j'ai des raisons, hein. Mais souvent, il y a des gens qui ne savent pas où la douleur, ça se situe, par exemple. Oui. Les dos, surtout le dos, parce que le dos, c'est difficile de toucher. Hein. Devant, on peut toucher, mais dos. Le dos, il y a, au point de vue des méridiens, vous avez le méridien du vaisseau vaudalin, un trajet très important. Et puis à côté, vous avez le méridien de la vessie. Méridien de la vessie, qui occupe d'une certaine manière le système parasympathique, le système neurovégétatif. Et aussi, parce que ce qui est vraiment très intéressant dans le trajet de méridien, vous avez deux méridiens de la vessie qui parcourent selon le colonne vertébrale. Hein. Et donc, vous avez la ligne, première ligne, c'est lié avec la fonction physiologique. La deuxième ligne, fonction psychologique. Et chaque point sont liés avec l'un et l'autre. Vraiment, depuis plus de 2000 ans, quelqu'un, sans savoir qu'est-ce qui se passe anatomiquement dans le corps, ils avaient intuitivement senti la connexion entre le psychisme et le corps. Et ça, c'est vraiment génial. Et je pratique ces connexions, et ça, souvent, ça donne de très bons résultats. Donc ça, j'étais étonné comment les gens de l'Antiquité, sans savoir, ils n'avaient pas cet outil, la machine, tout ça comme vous avez aujourd'hui, n'est-ce pas? Voir le fonctionnement du corps humain comme ça, c'est incroyable. Mais les gens de l'Antiquité ne savaient pas tout ça. Mais ils avaient senti intuitivement le circuit de l'énergie. Et pour donner plus ou moins la même compréhension, c'est quand même étonnant. Au niveau de vos mains, on arrive tout doucement au terme. Alors, je vous encourage à peut-être visionner ce documentaire qui est vraiment très, très intéressant, qui va vraiment précisément dans la description de la technique. Peut-être quand même une question sur si il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui visiblement a une représentation de son corps un petit peu délirante, qui va vous parler d'hallucination, qui va vous dire je suis persuadé que quelqu'un est dans mon corps, enfin, plus de persécution, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des moments où il y a une contre-indication à une pratique du shiatsu? Oui. Oui, j'ai eu de plusieurs fois M.
messieurs, les femmes qui sont venus, qui commençaient à parler les dieux. Vous savez, les dieux, je parle avec les dieux. Je parle avec les dieux. Et Dieu m'a écouté et je fais ce que je devrais faire aujourd'hui, des choses comme ça. Donc ça, je commençais à dire, non, ça c'est quelque chose qui a avancé, je me suis dit. Donc, je lui ai demandé si vous faites du traitement psychiatrique, effectivement, elle faisait des traitements psychiatriques. Ouais. Donc, moi j'ai téléphoné le médecin pour savoir quel état, parce que vous voyez, quand c'est comme ça, on devrait faire très attention de ne pas toucher un point parce que ça peut sortir des choses. Hein. Surtout quelqu'un qui devient suicidaire, ouais, moi je deviens responsable, n'est-ce pas? C'est pas après un point qui va automatiquement ramener ça. Non, moi j'ai confiance le travail énergétique qui ne va pas ramener le suicide, ouais. Mais simplement quelque chose qui est bloqué, si je développe automatiquement quelque chose qui sort. Donc ça, j'ai essayé de ne pas toucher premièrement. D'abord, je vais consulter le médecin, pour savoir exactement qu'est-ce que la personne. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous appuyez pour ne pas pratiquer. Oui, parce qu'on ne sait pas quel genre de réaction la personne va avoir. Et ça, je ne pourrais pas deviner, vous comprenez? Il y a aussi des patients peut-être qui sont érotomanes, qui vont développer un sentiment amoureux vers le thérapeute. Ça, c'est aussi, oui, dans le corps, vous êtes aussi peut-être confronté à ce genre de choses. Heureusement, je n'ai pas beaucoup comme ça, les gens. Et de temps en temps, allez. Ouais. Mais dans les patients paranoïaques, il y a des patients qui développent ce type de relation, et c'est très compliqué. Oui, non, absolument. Parce que, n'est-ce pas, on ne les voit pas dans le visage. Mais oui. On peut sentir des choses physiquement. J'ai suffisamment d'expérience pour sentir des choses. Mais il y a des choses très profondes, ouais, ça vient de longtemps. Et là je ne pouvais pas deviner, malheureusement. Donc, quand c'est comme ça, je vais essayer d'être très prudent. Très prudent de ne pas ramener des complications, des problèmes. Et parce que problème psychologique, c'est justement, on ne les voit pas. Ouais. Le physique, mal au dos, on sent, on voit où c'est blocage. Donc c'est relativement facile pour réguler ou voir où les problèmes. Mais quelqu'un qui a un grand problème psychologique, oui, quelquefois on voit dans le visage, n'est-ce pas? On voit que c'est quelqu'un qui ne va pas bien assez rapidement son visage. Et aussi, ça peut manifester dans la corps. Mais il y a des cas, c'est très subtil. Donc ça... mais heureusement, je n'ai pas rencontré beaucoup de cas extrêmes comme ça. Vous savez, quelquefois, quelqu'un qui est pédophile comme ça, de prédateur comme ça, n'est-ce pas? De temps en temps, vous savez, ils sont attirés de venir de château, hein, parce qu'on touche. Mais heureusement, on n'a pas beaucoup d'enfants, donc ça va. Parce que pédophile, vous verrez quelqu'un de jeune, hein, pas quelqu'un à mon âge, comme ça. Mais ils sont très attirés, tout ce qui est travail physique, surtout quand il y a des jeunes gens. Les châteaux qui viennent apprendre, château, c'est pas, il faut arriver à un certain âge, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Enfin, je ne sais pas si il est déjà passé 11h30. Peut-être encore une ou deux questions pour terminer et on finit à moins le quart. Justement, vous parliez d'âge, mais à quel âge on peut faire le shiatsu? Un patient peut venir à quel âge? De patients pour recevoir. Oh, ça peut être 1 an, 2 ans. Mais 1 an, 2 ans, il faut venir avec la mère, n'est-ce pas? Jusqu'à 4-5 ans, il vaut mieux de
Après les 7 ou 8 ans, oui, le parent doit être là toujours, mais vous savez, on peut le faire directement chez l'enfant. Mais quand on avait dit, il faut que la mère soit à côté. Et souvent, ils ont de bonnes réactions. Là. Les enfants sont bien. Quand c'est bien fait, on sent très rapidement l'effet bénéfique. Les enfants aiment. Et souvent, entre parents, les enfants font eux-mêmes l'exercice comme ça. C'est très, très de sentir, on dit bon toucher. Ouais. Le toucher, quelquefois, c'est plus communicatif que parole. Oui, moi je voulais faire un commentaire parce qu'en fait, vous nous confrontez aussi, pour nous expliquer au fait à certaines au fond, limitations aussi de la médecine occidentale par rapport à la vision qu'elle a du patient, du corps et de cette fragmentation qu'on a des patients. Et donc, vous parlez effectivement de cette vision holistique du patient, cette connexion entre le psychisme et le corps. Et donc là, dans la psychosomatique, c'est particulièrement, peut être particulièrement utile comme mode d'approche. Il n'y a pas de contre-indication, évidemment, de prise en charge de ce type de patients qui dissocient fréquemment leur vécu émotionnel de ce qu'ils peuvent ressentir dans leur corps. Oui, absolument. Oui, moi je pense que Château et les patients psychiatriques ils sont très utiles, comment dire. C'est le moyen d'approcher que le corps n'est pas mauvais. Ouais? Le corps peut aider l'esprit. Si les corps sont bien, il va aider, établir l'équilibre psychique. Ouais? Mais ça, moi j'étais toujours convaincu parce que mon père était un praticien. Il a pratiqué 70 ans en ce matière, moi j'observais. Ouais. Mais disons, mon père n'était pas médecin, c'est simplement chercheur, mais les gens qui venaient, c'était pas à cause des dépressions, tout ça. Hein. Au départ, ils étaient tous problèmes physiques. Mais au fur et à mesure, en travaillant, ils commençaient à exprimer les problèmes psychiques, finalement. Donc c'est comme ça que je me suis dit, tiens, même ils venaient au début les problèmes physiques, et après, c'est quand même, ils ont les problèmes émotionnels, tout ça, ouais. Donc il faut résoudre ces problèmes aussi. Et évidemment, si ils se sentent bien, et souvent la colère, tout ça, ça sortit. Parce que vous faites un relâchement musculaire à l'endroit du point spécifique, en fait, et donc il y a une détente mentale aussi qui s'installe après, qui fait que ça lâche prise et les mots sortent. Quoi. Oui, oui, par exemple, si vous êtes très colérique, agressive, souvent le massage est tombé, comme ça, la nuque. Donc si j'enlève la tension, tout ça. Et puis, oui, j'ai vu pas mal de gens comme ça, vous savez. Ils ont commencé à poser la question pourquoi je suis colérique comme ça. Donc, ça, après, il faut entrer à l'origine de cette colère. Mais je vais peut-être, quand même, par rapport pour aller dans le sens du docteur Leblanc, c'est vrai que pour la question de l'indication, c'est vrai qu'en psychiatrie, on travaille beaucoup en équipe. C'est vrai que la question de l'indication, du traitement se discute beaucoup en équipe. Alors je voulais voir si à Saint-Luc, cette dimension de la réflexion en équipe, de l'indication du traitement de Shiatsu, c'était quelque chose que vous pratiquiez ou vous étiez... Non, c'était pas... oui, c'est parce que les patients, ils sont jusqu'à maintenant plus oncologiques, hein, c'est des cancers, ouais. Et vous participez aux réunions d'équipe, vous non, discutez des indications? Non, pas vraiment. Ouais. Quelquefois avec kinésithérapeute, mais avec médecin lui-même, non, on n'a pas de contact. On va directement dans la salle où, vous savez, la patiente est en train de traiter avec le Baxter, toutes ces choses.
et où ils avaient reçu le traitement de chimio et ils ont complètement. Donc, on n'a pas toujours le bon moment de pratiquer non plus, hein. C'est parce que quand ils sont trop fatigués, ils ne peuvent pas recevoir. Donc, c'est pas toujours facile, mais en même temps, s'ils sont disponibles, on le fait, et ce sont l'effet, souvent positif. Hein. Ils se sentent mieux dormir, etc. Dernière question peut-être. Mais du coup, je comprends pas bien d'où vient la demande. C'est les patients qui, à l'hôpital, ils vous demandent et ils sont contents de vous pratiquer, ou c'est l'équipe qui pense que pour le patient ce serait bénéfique? C'est le chef de l'hôpital oncologique qui dit c'est favorable pour le patient, donc on le fait. C'est lui qui donne le feu vert. Et après, infirmière, tout ça, il demande patient, est-ce que vous voulez des séances? Et le patient dit oui. Alors l'infirmière m'envoie le mail en disant voilà, on a aujourd'hui 6-7 patients et qu'ils ont des problèmes, ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on vient. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des patients qui ont des plaintes physiques principalement toujours sur les mêmes organes, mais qui ont déjà fait tous les examens, tout est négatif, et vous arrivez quand même à les soulager? Oui, il me semble que ça t'est arrivé quelquefois, pas tout le monde. Bon, voilà, on va peut-être terminer là-dessus. Il reste peut-être des questions, peut-être que ça va faire son chemin aussi, parce que c'est vrai que c'est assez nouveau hein, de parler de shiatsu dans un hôpital. On prend un peu le pas de Saint-Luc là-dessus, mais en même temps, c'est un autre lieu, c'est le service de psychiatrie, et voilà, peut-être que ça va aussi donner des idées de part et d'autre, et puis peut-être qu'on se reverra à nouveau. Comment? Je dis alors on va apprendre des bases pour moi quelque part. Alors voilà, il y a peut-être des gens qui seraient intéressés, mais il y aura sûrement des après-coups, mais on verra lesquels. Oui. Des ateliers de formation peut-être. Oui, il y a beaucoup de kinésithérapeutes qui suivent les cours. Hein. Kinésithérapeutes, infirmières. C'est vraiment des gens qui s'intéressent beaucoup parce qu'ils peuvent appliquer la pratique, n'est-ce pas? J'ai pas mal de kinés qui viennent de France, qui ont fait l'étude de chaîne musculaire, et ils trouvent que shiatsu c'est très complémentaire, et ils appliquent directement la patiente, et ils ont de très bons résultats. Bon, voilà. En tout cas, merci M. Cavada d'avoir pu nous expliquer, nous décrire un peu ces techniques et puis de répondre aussi à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup.